Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours mardi 27 décembre 2022 et je poursuis mes lectures de Nietzsche, Crépuscule des idoles. Voilà. Je suis à la partie qu'il consacre à Socrate. Alors, c'est une lecture découverte parce qu'en même temps, je lis et je découvre en même temps le texte. C'est la façon dont je pratique. C'est une lecture naïve et non universitaire, non philosophique au sens propre du terme. Je ne suis pas un spécialiste de philosophie, c'est très intuitif, mais ma façon de penser la philosophie des philosophes est beaucoup plus intuitive que documentée. Et voilà. Et donc, ce qui fait que mes commentaires changent au fur et à mesure de ma lecture. Sur Nietzsche, par exemple, ça peut très bien évoluer. Ma façon de, de comprendre son point de vue, ce qu'il poursuit, ce qu'il veut éclairer, etc., ça peut tout à fait changer au cours des lectures. C'est en lien avec la théorie que je développe et c'est surtout une sorte d'alibi pour éclairer la théorie que je développe. Et selon laquelle, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous évoluons vers l'humanité tout entière évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle. C'est donc quelque chose que, à mon sens, Nietzsche a entrevu, a compris cette évolution qui part déjà de Socrate, d'une certaine façon, de Socrate, du judaïsme, de l'autre côté, des philosophies hindoues, du côté asiatique, etc., et qui plus tard se rayonnent à travers leur propre fille. La fille du judaïsme a donné sa fille aînée le christianisme, sa fille cadette l'islam, la fille aînée de l'hindouisme, ça a été le bouddhisme, puis le zen, etc. Voilà. On retrouve un peu des équilibres comme ça. Enfin, c'est comme ça que je considère les choses. Et les filles et fils de Socrate, on peut les retrouver dans Hegel, et puis plus tard euh, Platon, pas Platon, mais Marx, voilà. Et enfin, tout le courant qu'on pourrait dire téléologique, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la fin dernière des choses, la fin dernière de l'humanité. La théorie que je défends sur la mécanique universelle est une théorie téléologique, on pourrait dire, à mon sens. Donc je m'intéresse aux fins dernières de l'humanité. L'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité universelle, etc. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Donc je commence ma lecture et je commente. J'ai donné à entendre en quoi Socrate pouvait paraître repoussant. Il n'en est que plus nécessaire d'expliquer qu'il ait pu fasciner. Parce qu'en fait, il était effectivement peut-être repoussant, mais repoussant, ça ne serait pas le terme. Qu'il soit laid, par exemple, selon certains critères de beauté possibles, et on n'a pas vécu près de lui pour déterminer vraiment le charme qu'il peut y avoir, la beauté des laits, etc. Donc, et pourquoi les Alcibiades et compagnie, les beaux gosses du coin, à l'époque, tombaient assez amoureux de lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc il n'était pas forcément si repoussant. Mais bon,
Voilà, c'est le point de vue de Nietzsche. L'une des raisons, c'est qu'il découvrit une nouvelle variété d'agon. Alors, agon, ça vient d'agonal et ça se rapporte à la lutte, à la compétition. Donc, un nouveau type de compétition et qu'il en devint le premier maître d'armes dans les milieux aristocratiques d'Athènes. C'est en s'adressant à l'instinct agonal des Hellènes qu'il les fascina. Il introduisit une variante dans les jeux de la palestre entre hommes jeunes et jeunes hommes. Socrate fut aussi un grand érotique. Donc il veut dire qu'il a inventé ce jeu. Alors je ne savais pas d'ailleurs. Il a introduit un nouveau jeu entre... Est-ce que c'est un vrai jeu entre hommes jeunes et jeunes hommes ou est-ce que c'est un jeu, une joute intellectuelle? Est-ce qu'il est passé de l'idée du guerrier à l'idée intellectuelle? Est-ce que c'est ce que veut dire Nietzsche? Peut-être. Et donc, il a fait évoluer la lutte, en somme, la compétition, de violente à intellectuelle. Et en cela, évidemment, on peut dire que Socrate a fait évoluer l'humanité, puisque l'humanité s'est posée sur sa morale, sur sa vision du monde, sur son éthique, etc. Et donc, il a participé à l'évolution de l'humanité vers la douceur, vers la spiritualité, évidemment. Donc, mais ce ne fut pas là la seule intuition de Socrate. Il vit ce qui se cachait derrière ces nobles Athéniens. Il comprit que son cas, que l'idiosyncrasie de son cas, alors la personnalité, l'idiosyncrasie, la personnalité de son cas n'était déjà plus un cas isolé. Le même genre de dégénérescence se préparait partout en silence. Alors voilà, donc il y a pour lui une dégénérescence dans la réflexion, dans le fait d'amener cette nouvelle philosophie qui veut comprendre, qui cherche à expliquer les choses et qui préconise de vivre d'une certaine façon, plutôt morale, etc., pour vivre bien, etc. Voilà, une nouvelle, une éthique de forcer sur la morale, en somme. Et je pense qu'il venait, Socrate, en opposition aux sophistes qui prônaient une morale, et c'est ça qui est peut-être intéressant, ils prônaient une morale qui était basée sur la vie ordinaire, c'est-à-dire qui ne cherchait pas à élever l'homme, qui préconisait plutôt si on peut abuser de son voisin ou de son congénère sans se faire prendre, il faut pas hésiter. Si on est plus fort, c'est légitime d'oppresser le plus faible, etc. C'était un petit peu le type de proposition qu'amenaient les sophistes. Et Socrate amène les valeurs que nous connaissons aujourd'hui et qui ont inséminé, on va dire, les 2000 ans, 2500 ans depuis Socrate, les valeurs qui sont tu ne dois pas abuser de ton congénère, tu dois te comporter, etc. De telle et telle façon. Et ces valeurs-là sont identiques aux valeurs que prônent toutes les religions. Le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, etc., prônent ce type de... Donc, ce qui s'est créé dans ces années, à partir de ces années 400 environ avant Jésus-Christ, c'est une nouvelle forme de pensée. Alors, pour Nietzsche, c'était un affaiblissement, à mon sens. C'est comme ça qu'il entendait. En réalité, pour moi, je pense que c'était le chemin inévitable de l'évolution de l'humanité. Voilà. Le même genre de dégénérescence se préparait partout en silence.
L'antique Athènes touchait à sa perte, et Socrate comprit que tout le monde avait besoin de lui, de son procédé, de sa cure, de sa recette personnelle de conservation. Partout, les instincts sombraient dans l'anarchie. Partout, on était à deux doigts de la démesure. Le monstrum in animo, tel était le péril universel. Voilà, donc il y avait en fait Socrate, et là c'est très intéressant, c'est pourquoi mon point de vue varie sur Nietzsche, sur la façon dont Nietzsche considère tout ça. Parce que là, il montre en somme que Socrate vient par rapport à la démesure, à un système qui, par ses excès, pouvait vraiment anéantir le, la civilisation grecque, peut-être. Pouvait, voilà. Et peut-être que nous sommes dans un cas un peu identique. Ça serait intéressant de voir pourquoi les démocraties se corrompent comme ça à un certain moment. Qu'est-ce qui va corrompre les démocraties et comment peut-on éviter cette corruption, cette dégénérescence, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça sans passer par la force, sans passer par l'autorité, sans passer par une dictature, un système autocratique, un système qui va mettre de la violence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver les démocraties? Ça serait quelque chose que nous aurons à réfléchir et nous y réfléchirons. Donc, les instincts veulent jouer les tyrans. Il faut donc inventer un contre-tyran qui soit plus fort qu'eux. Lorsque ce fameux physiognomoniste eut dévoilé à Socrate ce qu'il était, donc laid, c'est-à-dire quelqu'un de laid, de monstrueux, un entre des pires appétits, le grand ironiste prononça encore une parole qui donne la clé du personnage. C'est vrai, dit-il, mais je les ai tous maîtrisés. Ces instincts, alors, peut-être, ces appétits, il les a tous maîtrisés. Donc, en somme, et c'est là où Socrate donc montre, c'est vrai, la voie, une voie vers la sagesse. C'est le cheminement de la sagesse. Et donc c'est très très bien vu de la part de Nietzsche de voir que c'est bien une quête de sagesse qui animait Socrate, et donc la maîtrise totale de ses instincts, la maîtrise de lui-même en somme. Comment Socrate s'est-il maîtrisé lui-même? Son cas n'était au fond que le cas extrême, celui qui sautait le plus aux yeux d'un mal universel qui commençait alors à se répandre. Personne ne se maîtrisait plus. Les instincts se dressaient les uns contre les autres. Donc voilà, à un excès répond une sorte de retour à l'ordre. C'est comme ça que se construit l'humanité. C'est comme ça qu'elle évolue vers son ultime perfection, la paix universelle. S'il fascinait, c'est qu'il était ce cas extrême que sa laideur épouvantable exprimait aux yeux de tous. Mais il fascinait, cela va de soi, davantage encore en ce qu'il était une réponse, une solution, une apparence trompeuse de la guérison de ce mal. Il y a quand même beaucoup d'excès de la part de, de Nietzsche sur la laideur, beaucoup d'insistance sur la laideur. Donc, que voulait-il dire? Est-ce qu'il voulait dire que lui était très beau à la place, qu'il voilà. Qu'est-ce que cela signifie d'appuyer sur la laideur? Quel était le sens de la laideur physique pour lui? Comment voyait-il cela? Ça serait une bonne question à se poser. Lorsqu'on a besoin de faire de la raison un tyran, comme fit Socrate, il faut que le danger ne soit pas mince, de voir toute autre chose jouer les tyrans. À cette époque, on sentit d'instinct que la rationalité était la planche de salut. Ni Socrate, ni ses malades ne choisirent librement d'être raisonnables. C'était pour eux de rigueur. En
français dans le texte. C'était leur ultime recours. Donc, en somme, il a sauvé Athènes en allant vers la morale, en moralisant Athènes. C'était une façon de sauver la société. Et elle était sauvée de quoi? Peut-être des sophistes, justement, de ce consumérisme, du fait que des philosophes se faisaient payer pour pour corrompre en fait un système, pour insister sur les pulsions justement. Qu'est-ce que donc voilà, peut-être que c'est ce qui s'est passé. Le fanatisme avec lequel toute la pensée spéculative grecque se jette sur la rationalité trahit une vraie détresse. On était en péril, on n'avait pas d'autre choix que de sombrer ou de se faire raisonnable jusqu'à l'absurde. Le moralisme des philosophes grecs, à partir de Platon, est déterminé par des causes pathologiques, de même le cas qu'ils font de la dialectique. L'équation raison-vertu-bonheur signifie seulement il faut faire comme Socrate et contre les nocturnes appétits, instaurer une lumière perpétuelle, celle du grand jour de la raison. Il faut être lucide, clair, lumineux à tout prix. Toute concession aux instincts, à l'inconscient, entraîne vers l'abîme. Alors évidemment, il y a derrière un excès, bien souvent, la société humaine va poser un excès inverse. L'humanité évolue bien souvent par ces deux extrêmes. Un trop grand laxisme va conduire à un retour à l'ordre aussi radical. Et on le voit, par exemple, dans les mouvements de peinture de l'art contemporain. On voit que derrière un système qui va chercher le minimalisme, on va placer un excès, au contraire, l'excès inverse, beaucoup de peinture, beaucoup les cobras qui arrivent, je crois, à cette époque-là. Bon, bref, il y a toujours des courants comme ça qui viennent derrière, sur des sortes d'excès. C'est un peu la façon dont on évolue, quoi. Hein. C'est notre façon d'évoluer. Je continue. 11. J'ai donné à entendre en quoi Socrate fascinait. Il semblait être un médecin, un sauveur. Était-il encore nécessaire de dénoncer ce qu'a déronné sa foi en une rationalité à tout prix? Alors, la rationalité à tout prix, je ne sais pas s'il était à ce point rationnel. Rationnel sur certains plans, mais je pense qu'il incluait quand même le divin, donc l'irrationnel, l'invisible. Je pense qu'il était beaucoup plus équilibré que ça. Alors évidemment, ce qu'il a brimé, sans doute, c'est la musique, c'est la joie, c'est ce dont parle Nietzsche, ce qu'il préconise comme quand il parle du surhomme, cet artiste que serait le surhomme. Donc là, Socrate veut faire plutôt des philosophes que des artistes. Et c'est clair que il faut les deux pour l'instant. L'artiste, c'est la finalité de l'humanité, à mon sens. Hein. Le joyeux, l'innocent, le petit enfant dont parle Nietzsche. C'est ça qui attend l'humanité. Le naïf, celui qui est limpide, qui est devenu ultra clair dans son état d'esprit, qui n'a plus de... Donc, à mon sens, on va vers cette chose-là. Si j'ai bien compris le sens de ce surhomme dont parle Nietzsche, il faudra aller au bout de cette réflexion. De la part de philosophes et de moralistes, c'est s'abuser que croire échapper à la décadence du seul fait que l'on prend parti contre elle. Il n'est pas en leur pouvoir d'y échapper. Ce qu'ils choisissent comme moyen, comme planche de salut,
n'est en fin de compte également qu'une manifestation de décadence. Ils en altèrent l'expression, ils ne la suppriment pas. Voilà, je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. Les Grecs se sont affaiblis avec... c'est ça en fait, il fait porter le poids de la décadence des Grecs qui va se marquer un petit peu après lui. Elle est pas marquée complètement, hein, cette décadence, parce que derrière Socrate, il y a Aristote, et puis il y a donc Alexandre le Grand, il y a encore... la Grèce a encore quelques beaux jours devant elle. Mais effectivement, la civilisation va être remplacée par Rome, juste après, sur ce continent européen. Et donc voilà, alors, et pourquoi Rome ensuite doit céder le pas au christianisme, etc. Pourquoi nous évoluons comme ça? C'est peut-être tout simplement lié à notre façon d'évoluer. Donc ce n'est pas une question de décadence. On pourrait l'interpréter comme une décadence, mais c'est un passage de témoin peut-être, si on veut le prendre de façon plus douce, de passage de témoin, mais bon, il ne se fait pas sur un stade, hein, c'est pas par douceur que ça se lui propose. Tout Socrate repose sur un malentendu. Toute morale du perfectionnement, y compris la chrétienne, repose sur un malentendu. La lumière la plus aveuglante, la rationalité à tout prix, la vie lumineuse, froide, avisée, consciente, sans instinct, résistant aux instincts, n'était-elle même qu'une maladie, une autre maladie, et nullement un retour de la vertu à la santé, au bonheur. Alors, les instincts, le problème, succomber à ces instincts, laisser parler ces instincts, si ça conduit à la joie, à la santé, au bonheur, c'est une chose. Mais si justement la démesure, s'il y a le problème de la démesure, et c'est bien souvent le cas, on le voit quand les instincts sont débloqués, c'est ce qui se passe avec depuis le néolibéralisme, une sorte de grande liberté, elle est vraiment bien, mais c'est difficile à réguler. On le voit, il suffit de voir ce que peuvent donner des espaces quand on les laisse aller à la liberté, comme Twitter. Voilà. S'il n'y a pas de régulation des instincts, on peut être devant un problème. Et je ne pense pas que ça amène à la santé, à la vertu et au bonheur, cette dérégulation. Être obligé de lutter contre ces instincts, voilà bien la formule de la décadence. Tant que la vie suit une courbe ascendante, bonheur égale instinct. Eh bien, je ne pense pas que ça soit le cas. Et c'est pour... L'humanité ne se trompe pas dans son évolution. Si elle dit qu'il faut maîtriser ses instincts, c'est pas pour rien. C'est pour que l'humanité puisse évoluer de façon de plus en plus paisible. On évolue à travers les instincts, bien entendu. Mais il n'y a que les puissants, que ceux qui sont les plus forts qui s'en sortent. Donc c'est valable pour un système aristocratique, c'est-à-dire 5-10% de la population qui jouit de tous les privilèges et 90% qui sont la chair à canon de ces privilèges. Et ça, c'est pas l'humanité ne peut pas accepter ce genre d'évolution. Donc, elle a choisi notre ligne et la ligne Socrate est la bonne. Je continue. L'a-t-il lui-même encore compris, lui, le plus rusé de tous ceux qui s'abusèrent eux-mêmes? Se l'est-il avoué à l'ultime instant, dans la sagesse de son courage à mourir,
Alors non seulement il avait le courage à mourir, mais il avait le courage de ses opinions, il avait le courage d'être un guerrier, il avait le courage de, de, de ses choix, etc. C'était pas par faiblesse qu'il est devenu ce moraliste. C'était pas parce que, pour pas se faire abuser, parce que il avait les moyens de se défendre contre vents et marées, puisqu'il a réussi à, à survivre à Sophronyme, sa femme, qui était une mégère. Donc, du courage, il en avait à revendre. Donc, c'est pas par faiblesse qu'il est parti là-dedans. Socrate voulait mourir. Ce n'est pas Athènes, c'est lui-même qui s'est tendu la coupe de Sigu. Non, il ne voulait, je ne pense pas qu'il voulait mourir. Il a simplement dit, voilà, ça va m'éviter, puisque vous voulez que je me suicide pour Athènes, ça m'évitera les souffrances de la vieillesse, puisqu'il était conscient qu'il allait vers des souffrances. Mais il a, il a accepté de boire la ciguë, d'après ce qu'on voit, en pleine conscience, sans difficulté, sans douleur, sans quelque chose à compenser. Je le redis encore une fois, c'est le courage le plus extrême. Parce que on, se, accepter la mort de manière euh, sans, sans raison physique, physiologique, juste à travers la conscience. Donc la conscience qu'il faut qu'il soit un exemple pour la société, pour ses congénères, pour ses amis, pour les autres philosophes, pour la philosophie. C'est exceptionnel en somme. Et c'est pas pour rien que c'est devenu l'exemple le plus remarquable depuis 2500 ans. On parle de Socrate et de Platon, jusqu'au au fait que j'ai mon chat, je l'ai appelé Platon. Voilà. Donc, quand même, c'est bien la preuve. Alors, je continue. Il a forcé Athènes à la lui tendre la coupe de ciguë. Socrate n'est pas un médecin, s'est-il murmuré à lui-même. La mort seule est médecin. Socrate, lui, n'a fait qu'être longtemps malade. C'est son point de vue. C'est le point de vue de Nietzsche. Voilà, pourquoi pas. On l'accepte. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire à ce propos-là. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je suis désolé de cette exaltation. J'aimerais bien parler un peu plus tranquillement. Ça doit être agaçant. Moi, je ne supporterais même pas peut-être entendre parler comme ça là. Mais c'est comme ça. Je suis exalté en ce moment. J'espère que ça va se calmer un peu et que je vais pouvoir parler un peu plus paisiblement et avec plus de retenue, comme Socrate. Allez, à bientôt, merci. Enfin, c'est ma nature de toute manière. Voilà, au revoir.